dont je veux exploiter. Une fois ouvert, je sélectionne les différentes feuilles, les différentes tables sur lesquelles je dois travailler. Si c'est une seule table qui nous intéresse, on prend uniquement les tables qui nous intéressent. Le fichier est en train de charger toutes les tables. Power BI est en train de faire une détermination automatique. De façon intelligente, Power BI doit détecter tout ce qui se trouve dans le fichier Excel. Bon, une fois le fichier déjà chargé, là, on choisit on voit ici qu'il y a toutes les feuilles qui étaient présentes dans Excel. Ici, ça s'affiche plutôt sous forme d'une table. Bon, à ce niveau, nos fichiers ne sont pas encore nettoyés. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore modélisés et il n'y a pas encore de lien entre nos tables. Donc, ce qu'on doit faire, on doit nettoyer notre fichier. On doit nettoyer notre fichier en utilisant l'outil ETL de Power BI. Et cet outil se trouve à ce niveau dans Modifier des requêtes. Une fois que je clique sur Modifier des requêtes, une autre fenêtre s'ouvre. Donc, je vais la partager avec vous. Voilà. Voici la fenêtre ouverte. À ce niveau, moi, je vois que ça a pris toutes les 3 requêtes, c'est-à-dire toutes les différentes tables qui se trouvent dans mon fichier Excel. Les voici à ce niveau. Et de façon intelligente, l'ETL de Power BI a établi 4 étapes qui sont la source. À ce niveau, ça a détecté le fichier Excel, la source du fichier Excel que nous voyons là, movies.xlxx. Ensuite, ça fait une navigation. Ici, ça détecte également les différentes tables qui sont présentes dans notre fichier Excel. Ensuite, ça vient faire une navigation dans les différentes tables. Ici, nous sommes dans la table acteurs, la table des acteurs. Ça fait une navigation, ça récupère les colonnes de la table acteurs. Mais nous constatons là que ces colonnes ne sont pas nommées. Donc, et puis, il se dit que la première ligne, c'est notre en-tête. Donc là, il établit, il nomme maintenant nos colonnes en considérant les premières lignes comme les en-têtes. Là, il nomme nos colonnes. Et ensuite, qu'est-ce que l'ETL a fait tout seul? Il s'en rend compte que les types de données ne sont pas corrects, c'est-à-dire ici, nous avons ABC123, ABC123, donc ici, c'est n'importe quel type de données. La prochaine étape, l'ETL modifie les types. Maintenant, nous pouvons voir là, Actor ID, il a mis ça en type 1, 2, 3, Name en type ABC. Ici, là, les étapes se font de façon séquentielle, c'est-à-dire que la sortie d'une étape est l'entrée de l'étape suivante. Bon, malgré que l'ETL a déjà fait bon nombre d'étapes sur nos tables, nous allons encore vérifier de bout en bout nos tables. Ici, quand je parcours, je vois que là, à DateBird, c'est toujours le type n'importe quoi, donc ABC 1, 2, 3. Maintenant, ici, je dois modifier ce type. Je sélectionne donc. Je remarque qu'il y a une erreur ici. Pourquoi? Parce que dans d'autres colonnes, ça fait une répartition des colonnes. Dans Name, c'est une répartition de colonnes. Mais dans DateBird, il n'y a pas de répartition de colonnes. Donc là, il y a une erreur. Qu'est-ce qu'on fait? On vient pour changer le type de données. On vient à l'onglet transformer
à type de données n'importe quel. On choisit le type date. Nous voyons que ça a pris ce type en compte. Voici ça ici, là, ça a pris ce type en type date. Bon. On voit toujours qu'il n'y a pas d'erreur à ce niveau. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit actualiser nos étapes. Je reviens là à type nommé. Là, maintenant, je vois qu'au niveau d'erreur, je vois qu'il y a 1% d'erreur. Là, je suis sûr que l'erreur vient au niveau du format de date que certains utilisateurs n'ont pas bien entré. N'ont pas respecté le format de date. Voici déjà une erreur ici. On clique. Oui, on dit bien que erreur de format de date. Bon, pour faire simple, je ne vais pas passer le temps à chercher ce que l'utilisateur voulait entrer. Je vais dire que partout où tu vois des erreurs, remplace ces erreurs par nul. Donc, je viens là, je me place, je fais un clic droit, remplacer les erreurs. Au niveau des comme valeur, je mets nul. Donc, partout où tu trouves des erreurs, tu me mets la valeur nulle. Là, ça actualise. Oui, là, on voit qu'il y a une répartition. Et ici, au niveau de Work City, on voit que les partenaires ne sont pas au même niveau parce qu'on peut avoir plusieurs acteurs qui sont nés dans la même ville. On continue à parcourir notre fichier parce qu'on veut nettoyer à fond. On continue. Ici, à ce niveau, on voit que la taille est en pouces, une annotation américaine, mais moi, je veux que ça soit en mètres. Donc là, je vais par-dessus, je vais par là vous montrer comment créer une colonne personnalisée dans l'ETL. Donc, je viens ici à ajouter une colonne. Je clique sur colonne personnalisée. Insérer une étape. Ici, à colonne personnalisée, il me faut continuer à écrire les colonnes en anglais. Je mets la règle. Parenthèse, je mets metas pour dire que ça met. Et comme formule, je mets la formule, je vais prendre ce qui est en pouces là et convertir, insérer. Je convertis ça fois, pour avoir la valeur en mètres, c'est fois 0.0254. Oui, et puis là, je vois, ici on me dit qu'aucune erreur de syntaxe n'a été détectée, donc la syntaxe est correcte. Je mets là OK. Et comme on le constate tous, à chaque fois qu'on effectue une action sur nos tables, nous remarquons qu'une étape s'imbrique. Bon, là, je vais devoir déplacer ça à ce niveau pour mettre tout près de la taille en pouces. Bon, du coup, là, je n'ai plus besoin de la taille en pouces, donc je vais devoir supprimer cette colonne. Je supprime. Et je dois également changer le type, parce que ce type, on remarque bien que ça, c'est un type n'importe quoi. Ça a pris ABC 1, 2, 3, c'est un type n'importe quoi, donc on doit changer. On vient à transformer type de données, on prend un nombre décimal. OK. Bon, on continue toujours à parcourir notre fichier. Oui, on voit donc au niveau de ethnie, quand on clique dessus, on voit que là, on a white en W majuscule et white en W minuscule. Or, lors de l'analyse, si on veut importer un visuel, le visuel va considérer ça comme deux valeurs différentes et pourtant c'est une même valeur. Donc, ce qu'on doit faire, on doit dire à l'ETL que ici, nous voulons que chaque premier mot, on veut qu'ici, chaque premier mot soit, chaque première lettre de chaque mot soit en majuscule. Donc, par exemple, on vient ici à format, première lettre de chaque mot en majuscule. Oui, on valide. Insérer. On a une nouvelle étape là. Lorsque j'appuie là-dessus, je regarde, je vois que là, ça a mis tout en majuscule, mais je vois toujours des white. Donc là, c'est un problème d'espacement.
Donc, du coup, je viens ici à format. Je dis que je dois dire là, supprimer les espaces. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Bon, là, je vois une nouvelle étape toujours. Maintenant, je vois il y a un seul white, mais il y a African American et African American. Juste une différence avec un trait d'union et du coup, ça fait deux valeurs. Par contre, c'est une seule valeur pour nous. Donc, ce que je fais à ce niveau, c'est je vais remplacer les valeurs. Donc, je fais un clic droit sur ma colonne, remplacer les valeurs. Quand je clique sur remplacer les valeurs, on m'affiche ces fenêtres où je vais dire que partout où tu vois le trait d'union, remplace-moi ça par l'espace. Et puis là, je valide. Oui, je crois que là, ça a tout transformé. Les Américains, Africains-Américains, oui, c'est bon. Du coup, je n'ai plus besoin, je n'ai pas besoin de toutes les autres étapes, donc je vais devoir les supprimer. Avant de supprimer, il faut d'abord que je puisse faire une copier-coller de celui-ci. Je supprime cette colonne. Première lettre en majuscule, je supprime. À ce niveau, voici la colonne qui est nettoyée ici. Là, je nomme cette colonne. Oui. Et nous remarquons au niveau de network, toutes les valeurs sont nulles. Donc, ça ne va pas nous servir à grand chose. On supprime. Je vérifie mes tables si tout est correct. Oui. Je crois que là, c'est bon. Maintenant, je viens là, je veux créer les ID pour dire que je ne veux pas avoir d'ID nul. Donc, ici, je déplie la colonne, je fais un filtre numérique. Je dis que là, l'ID n'est pas égal à. Donc, tu m'affiches les ID qui ne sont pas égaux à nul. Ici est différent de nul. J'applique. Bon, une fois terminé dans la table acteur, je vois il y a un point d'interrogation qui marque une erreur là. Je dois parcourir pour voir pourquoi cette erreur. Je dois regarder là, aborder, je dois supprimer. C'était une étape appliquée là qu'il fallait juste supprimer, ça n'avait pas sa place. Une fois supprimé, on voit qu'il n'y a plus au point d'interrogation à ce niveau. Donc, c'est-à-dire la table est acceptée par ETL. Maintenant, on passe dans la table personnage. À la table personnage, on vérifie, les types sont corrects. Les types de données sont corrects, mais là, on se rend compte qu'il y a des colonnes qui ont toutes des valeurs nulles. Pas besoin des colonnes qui ont des valeurs nulles. Ça ne va pas nous utiliser pour dans l'exploitation. Donc, on supprime ces colonnes. Je viens également dans page, je supprime. Oui, une fois c'est bon. Maintenant, je viens faire le filtre sur mon ID. Je ne veux pas avoir un ID qui est différent de nul. Oui, bon, quand je termine là, je passe donc à film. Bon, là, je fais directement mon filtre là. Ici, on voit bien, ici au niveau des films, on voit bien que vide, il y a 38%. Donc là, on voit qu'il y a tellement d'ID qui sont vides. Donc, c'est qu'on fait là, on filtre. OK. Bon, une fois filtré, je parcours. Voilà, ici à ce niveau, dans cette colonne, un pied ready. Ici, c'est une recommandation dans certains pays pour dire que interdit au moins de 13 ans, interdit au moins de 18 ans. Donc, pour expliquer ce fichier, pour expliquer cette colonne plutôt autant pour moi, j'ai créé une autre source de données Excel toujours qui explique ce que signifie PG13, PG. Voici ce fichier Excel. PG13 signifie interdit aux 13 ans. Donc, je vais importer cette source de données.
Là, vous voyez qu'on peut travailler avec plusieurs sources de données dans Power BI. J'importe une autre source de données. Là, elle s'appelle MPA. J'ouvre. Lorsque j'ouvre, ça me présente les feuilles qui sont disponibles. J'accepte. Là, ça vient se présenter là. Moi, je vais nommer cette feuille, cette table en quelque sorte. Ici, je vais appeler ça MPA. CSA. Une fois saisi, j'appuie sur valider. Je vois que là, les colonnes, ça n'a pas pris les premières lignes comme les en-têtes. Donc, je vais venir ici pour dire que prends-moi la première ligne comme la première ligne comme l'en-tête. Je viens là utiliser la première ligne pour des en-têtes. Oui. Oui, c'est bon. Bon, maintenant, je vais vous montrer comment on peut faire la fusion entre les tables dans ETL. Donc là, comme cette table-ci, c'est l'explication de ce qui se trouve dans la table Movis. Donc là, je viens et me place sur la colonne dont je vais fusionner. Je me place sur cette colonne, puis je viens dans l'onglet Accueil. Ensuite, je fais combiner, fusionner des requêtes. Quand je fais fusionner des requêtes, je sélectionne ma colonne-ci et puis je choisis dans quelle table je veux fusionner. Là, je prends MPA CSA et là, je prends également que fusionne-moi ces deux tables-ci. Type de jointure, je prends externe à gauche. On a plusieurs types de jointures, donc à vous de choisir selon vos besoins. Là, je clique sur OK. Bon, là, j'ai une nouvelle colonne qui s'est générée là. Je déplie cette colonne et je prends uniquement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ce qui m'intéresse ici, c'est CSA Region. Là, je dis que je ne veux pas que tu utilises le nom de la colonne d'origine comme préfixe. Je veux uniquement que tu mettes la CSA Region. Là, je fais OK. Nous voyons là, on a eu l'explication, tout ça. Si je viens, je mets là. Je vais mettre ça à côté de PG MPA Region. Je porte, je fais un glisser déposer. Voilà, je mets ça là. Et puis du coup, je ne veux pas avoir une colonne qui est codée, donc je vais supprimer cette colonne. Je supprime cette colonne. Et puis je nomme celle-ci. Oui. Bon, cette table-ci, c'est vrai qu'elle ne me sert plus à grand chose, mais puisque on l'utilise dans une autre table, je vais devoir la laisser. Donc, je crois que là, le nettoyage est déjà terminé. Bon, on va fermer et appliquer. On va bien en train d'appliquer les modifications qui ont été faites dans ETL, dans l'Extract Transform Load. Donc, l'ETL nous permet d'extraire nos données. Lorsqu'on extrait les données, on les transforme comme on les a fait là. Une fois transformées, on les recharge encore dans Power BI. Là, nous avons 4 tables déjà nettoyées, donc déjà modélisées, qui ont déjà des liens entre elles. Cette table, je veux la masquer. Je ne veux pas qu'elle s'affiche là. Je veux la masquer. Il ne faudrait pas que l'utilisateur voie cette table. Je la masque. Bon, là, je viens dans mon modèle qui me permet de créer des liens entre mes tables. Là, je viens, je vois mes tables. Si vous constatez, comme j'ai masqué la table MPA-SA, comme je l'ai masqué, vous voyez, ce n'est pas visible à ce niveau. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? Là, je vais donc faire les liens entre les tables.
Là, je dis qu'un acteur peut jouer plusieurs personnages. Donc, je porte la... J'ai fait un glisser, déposer. Donc, je glisse là, je mets sur Actor ID. Là, ça va me générer un lien. Donc là, je dis que dans un film, on peut avoir plusieurs personnages. Oui, c'est bon. Bon, maintenant, quand je veux essayer de lire la liaison, c'est dans un acteur peut jouer plusieurs personnages. Et dans un film, on peut avoir plusieurs personnages. Et si je veux avoir les acteurs, si je veux avoir les acteurs qui sont présents dans un film, qu'est-ce que je dois faire? Là, je vois que si je prends dans un film, on a plusieurs personnages. Maintenant, dans un personnage, on a un seul acteur, mais là, la flèche ne donne pas. Nous voyons que la flèche, cette flèche respecte le sens. Donc, la flèche ici part. Un acteur a plusieurs personnages. On ne peut pas faire le contraire. Donc, du coup, je viens là, je vais mettre une flèche à double sens. Je double-clique sur la flèche. Je viens là, je déroule à double sens. Et puis, OK. Ensuite, je viens à ce niveau. Je mets également double sens là. Donc, peu importe dans quel sens on veut lire, ça doit toujours passer. Oui, je crois que j'ai fini. Maintenant, je viens là à mes données. Ici, je suis dans la table Actor. Qu'est-ce que je peux faire ici? Qu'est-ce que je peux faire dans la table Actor? Je ne vois pas. Ici, dans personnage, je ne vois pas ce que je peux. Donc, ici, les données nous permettent de modifier nos données. On met selon le format dont on a besoin. Par exemple, à ce niveau d'un film, je vois que j'ai budget et grosse, et budget et revenu autant pour moi. Mais là, je dois mettre le caractère de milliers à ce niveau pour faciliter la lecture à l'utilisateur final. Donc, je clique sur la colonne et puis je viens appuyer sur le point ci pour dire, mets-moi ça en milliers. J'ai fait la même chose pour budget. Sur budget, je clique sur budget et puis je dis, mets-moi le caractère millier. OK. Une fois terminé, je viens au niveau des rapports pour modéliser mon rapport. Bon, ici, nous avons les champs où se trouvent toutes nos différentes tables contenues dans toutes nos différentes tables déjà nettoyées. Ici, à visualisation, on a le visuel, on a tous les graphes dont on a besoin pour concevoir nos statistiques. Ici, dans le filtre, ce sont les filtres qu'on doit appliquer sur chaque table, sur chaque colonne, autant pour moi. Bon, nous allons commencer par dire que nous voulons avoir les acteurs. Nous voulons avoir les revenus et les budgets par titre de film. Donc là, une fois j'ai choisi mon visuel, je viens là au niveau des axes, j'ai dit que mon axe est basé sur les titres des films. Donc je veux voir les budgets et les revenus par titre. Là, j'ai pris l'axe titre. Bon, comme valeur, je prends budget et revenu. Nous voyons que de façon automatique, quand c'est un type entier, Power BI fait une fois la somme de cette colonne. J'ai pris budget et revenu. Bon, voici donc nos budgets et revenus par titre. On voit que c'est tellement beaucoup, on défile, c'est tellement beaucoup. Mais pour faciliter la lecture, il faudrait que j'essaye de réduire tout ça. Donc, je vais prendre les 10 premiers films, les 10 premiers budgets revenus par film. Donc, à ce niveau, je dois appliquer un filtre sur les titres. Pour dire que prends-moi les 10 premiers films. Donc, je viens à ce niveau d'un filtre. Comme filtre de base, je dis que je veux les N premiers.
Là, comme ce sont les premiers, là, je veux les top films. Là, je laisse haut. On a soit haut, soit bas. Là, je veux les 10. Par quoi, je veux les 10 premiers films par revenu plutôt. Donc, je viens ici, je porte, je dépose revenu. Une fois fait, j'applique le filtre. On voit qu'on a une réduction. Là, on a une autre vue. Là, je vois qu'on a, on a les revenus et là, on a le budget. Je veux que le budget soit après les revenus. Donc, je vais porter ici et déposer. Je porte le budget, je dépose en dessous des revenus. Voici donc ça qui a changé. Bon, je vais également avoir les budgets et les revenus des titres au fil du temps. Donc, je vais donc ajouter là la notion du temps. Dans la table film, on a le temps. Donc, je viens donc là, je porte cette colonne année, je mets. Et de façon automatique, Power BI détecte un visuel pour chaque champ qu'on porte et on dépose. Donc, c'est à nous maintenant de changer le champ, de changer le visuel par la suite. Donc là, je vois qu'il a pris ce visuel, histogramme groupé. Moi, donc, je vais choisir le visuel segment. C'est un visuel idéal pour effectuer des filtres. Là, je vois que j'ai des filtres, donc si je défile là, je vais voir que ça va actualiser ce visuel. Donc, il y a une sorte d'interaction entre les visuels. Donc, si dès que je filtre comme ça m'actualise mon visuel. Oui. Oui. Là, je vais également voir le nombre de films par année. Donc, ce que je vais faire, je viens toujours dans titre, je porte titre et puis je dépose à ce niveau. Bon, tout de façon automatique, Power BI a détecté ce visuel. Le visuel tape. Mais là, je veux avoir le nombre de films. Donc, je vais venir là prendre la carte. Bon, quand je prends la carte, maintenant au niveau de champ, premier titre, non, je ne veux pas ça, je veux plutôt un nombre d'éléments. Là, donc là, je vois qu'entre 1995 et 2019, j'ai eu 495 films. Et voici également les 10 premiers films que j'ai eus par budget. Bon, ensuite, je vais vous montrer comment on peut effectuer des calculs dans un rapport. Donc là, je vais ajouter une nouvelle mesure sur la table Movies, nouvelle mesure. Oh, oui, voici ça qui s'affiche là. Et Power BI utilise le langage DAX pour écrire des fonctions et des formules. Mais ces formules sont un peu plus proches des formules qui se trouvent dans Excel. Là, je vais créer la rentabilité. C'est-à-dire, je veux voir le nombre de fois qu'on a gagné sur un film. Donc, si mon revenu est supérieur au budget, ça veut dire que j'ai bien gagné dans ce film. Donc là, je vais appliquer, fais-moi la somme de mon revenu. Je valide. Bon, là, je fais la somme de mon revenu divisé par la somme de mon budget. Une fois que j'écris cette formule, je la valide. Je vois, c'est venu créer la rentabilité. Bon, ce que je veux faire, je vais insérer cette formule dans ce visuel. Bon, ce que je vais faire, je vais afficher les formules dans ce visuel. Bon, là, je vais changer le type de visuel. Là, je suis sur un visuel histogramme groupé. Je vais donc prendre graphique de courbe, graphique en courbe. Non, je vais plutôt prendre ce visuel. Graphique en courbe histogramme groupé. Je clique dessus, ça me charge. Oui, ça prend là. Donc, du coup, on voit que les caractéristiques ici ont changé. Donc, ici, comme valeur de ligne, je dois prendre rentabilité plutôt. Je veux les rentabilités ici.
comme lui. Oui, on voit là que ça s'est affiché là en groupe. On voit qu'ici, là, sur le film Avengers, la rentabilité de 7,95, ça veut dire que j'ai gagné 7 fois plus que ce que j'ai dépensé dans ce film. Donc là, à ce niveau, je vais également filtrer. Ici, je vois toujours les valeurs de colonne, c'est budget et revenu. Bon là, je viens donc là, j'applique un filtre pour dire que je vais faire un tri, trie-moi tout par rentabilité. Oui, c'est bon. Je veux uniquement par rentabilité. Donc là, je vais devoir retirer ces champs. Non, je dois remettre ces champs, rentabilité. Oui, je les remets. Budget et revenu, quoi. Oui. Et ici, par valeur, je ne veux plus avoir les 10 premiers films par revenu. Je veux plutôt avoir les 10 premiers films par rentabilité. Donc, je viens là. Dès que je finis le filtre, j'applique. Et là, il est possible de changer le nom. Donc, ce nom-ci, on le change. Je viens donc ici au niveau du format. Je cherche le titre, oui. Et si vous voyez un endroit grisé, il faut tout simplement activer ça pour pouvoir appliquer les modifications à cet endroit. Ici, je vais mettre la top 10 de film. Une fois terminé, j'applique. Et je peux également changer les couleurs de mes graphes. Ici, je viens à couleur. Vous voyez, rentabilité, prendre cette couleur. Si je veux changer, je déroule juste et puis je prends la couleur qui me convient. Bon, ayant appliqué ceci pour les 10 premiers films, je vais également les appliquer pour les 10 derniers films. Donc là, je vais faire un copier-coller. CTRL-C, CTRL-V. Je viens, je mets là. Qu'est-ce que je change? Je viens ici au niveau du filtre du titre. Je mets un premier, je mets plutôt bas. Je finis, j'applique. Quand j'applique, donc je viens, je change le nom. Donc je viens à titre. Je mets bas. C'est bon. Bon, là maintenant, je veux voir les films par genre. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord choisir mon visuel. Je prends ce graphique, le graphique en secteur. Je prends ça. Oui, avec ce graphique. Je viens là dans les genres. Comme les genres, je veux avoir les films par action. Dans les genres, je dois plutôt mettre les films par genre plutôt, autant pour moi. Genre, c'est où ici? Voici ça. Je vais avoir les films par genre. Donc maintenant, là, à valeur, je mets ça là. Bon, là, voici les films. Ça m'a classé le nombre de filtres, de titres par genre. On peut dérouler ici. On voit, on a plusieurs genres. Si je clique là, vous remarquez que de façon automatique, ça charge tous les autres graphes. Donc, je viens là, si je clique là, ici c'est comédie. Dans tous les films du genre comédie, voici leur rentabilité parmi les 10 premiers films à ce niveau. On voit que ce n'est pas grande chose. Donc, il n'y a pas eu assez de films correspondant à la comédie. Par contre, celui qui a le genre qui domine le plus, c'est les films d'action. Les voici là. On peut voir même que son pourcentage est différent. Et lorsqu'on clique sur action, on voit que sur action, on a eu 93 films de l'année 95 à l'année 2019. Je peux toujours naviguer. Si je navigue, le nombre va changer. Donc, il y a une interaction entre eux. Bon, là, je vais donc vous montrer comment on peut également créer des pages. On peut avoir plusieurs pages dans Power BI lors de la conception de nos rapports.
Ici, je veux ajouter une autre page. Vous pouvez nommer vos pages. Celle-ci, je peux l'appeler non, Start. Bon, maintenant, au niveau de cette deuxième page, je vais vous montrer comment on peut naviguer dans notre fichier, dans notre source de données en fonction de certaines données. Donc, on va appliquer les filtres sur certaines données. Donc, à ce niveau, je vais d'abord prendre le titre, parce que c'est en fonction du titre que je vais appliquer le filtre. Donc là, comme j'ai d'abord dit au départ, voici le visuel qui est adapté pour les filtres, le visuel segment. Je choisis ce visuel. Une fois choisi, je vois que je peux cliquer là. Je clique là. Ça me fait une recherche. Mais là, je vois que je vais d'abord laisser ça. Maintenant, je veux que ça puisse faire les recherches des films. Ça met... Je vois que ça fait les recherches. Je veux que ça puisse faire les recherches des films et puis ça m'affiche le sommet. Donc, là, à propos, là, je porte ceci, je dépose. Vous voyez là, quand je clique sur 101, j'ai son sommet. Si je clique là sur ce film, ça va me charger également son sommet. Apparemment, ce film n'a pas de sommet. Je reviens à ce niveau, ça me charge son sommet, ainsi de suite. Donc, ça fait un filtre, ça travaille de façon interactive. Bon, là, je vois que c'est trop beaucoup. Je vais juste effectuer 2 filtres. Donc là, je vais venir sur la colonne des filtres. Je passe sur titre. Et dit que filtre, je vais un filtre avancé. Si ça contient, attendez, je viens prendre les valeurs ici. Je vais prendre ce titre. Donc, je dis là que si ça contient cette valeur, ou cette valeur, ou ça contient également ça, je suis en train d'effectuer un filtre. Pour celle-ci, une fois terminé, j'applique. Donc là, j'ai uniquement 2 valeurs maintenant. Je vois que si je clique là, ça actualise. Je clique là, ça actualise. Je veux rendre ça en liste déroulante. Je viens là. Là, je déroule. Je coche celle que je veux. Ça me met son sommet. Bon, là, je vais mettre un peu plus d'espace. Maintenant, il veut aussi que par film, on puisse m'afficher ses revenus. Je viens, je prends ceci, je vais changer le graphe. Je vais prendre ce visuel. Oui, j'ai 146 milliards pour ce film comme revenu. Vous pouvez changer les couleurs, changer la taille, changer la forme. Tout dépend de vous. Donc là, je viens, ça c'est le revenu. Donc je peux changer revenu si je mets ce que je veux et je mets la taille que je veux. Je veux également avoir le budget de ce film. Je viens, je mets là. Je prends ce visuel. Oui, j'ai eu le budget qui est dépensé. Voilà mon revenu sur ce film. Si je veux également avoir la rentabilité, c'est-à-dire la division du revenu sur le budget, voilà ma rentabilité sur ce film. Donc, autant d'informations qu'on veut avoir sur un film. Ça, c'est le film Driving Miss Daisy. Si je prends le deuxième, je verrai que ça va s'actualiser. Bon, là, maintenant, je vais avoir les acteurs qui ont tourné ce film. Donc là, je viens dans personnage. Dans personnage, je choisis donc personnage, oui. Je vais avoir les personnages et les noms des acteurs. Donc, comme j'avais mis le sens à double, comme j'avais mis la liaison à double sens, que ça soit en partant de personnage pour aller à acteur ou de acteur à personnage, c'est la même chose. Là, pour ce film, j'ai les personnages et le nom des acteurs.
je viens là, je vais vous montrer que ça s'actualise de façon automatique. Là, je vois comme personnage, il n'y a pas de personne. Larissa, on t'entend plus. Je reviens donc là, j'ajoute la colonne ID parce que je veux voir pour chaque film, je veux voir le nom des personnages, le nom des acteurs et également l'acteur principal de ce film. Donc là, je viens sur, je sélectionne d'abord mon visuel, je viens sur le filtre. Comme filtre avancé, je veux que si c'est E1, donc si le classement est 1, c'est l'acteur principal pour moi. Là, j'applique. Donc là, on voit l'acteur principal, on voit son nom de personnage, on voit son nom, et puis on voit que je dois retirer cette colonne. Il faudrait que je puisse la cacher à l'utilisateur final. Qu'est-ce que je fais? Colonne ID. Je vais la décocher. OK, c'est bon. Donc là, je vois que pour un film sélectionné, j'ai ces détails. On peut mettre autant de détails qu'on veut pour faciliter la lecture à l'utilisateur final. Donc là, je peux également mettre le nombre de votes, le nombre de votes par film. Donc, quel nombre j'ai eu, quel nombre de votes j'ai eu. Je mets ça. Donc, on peut faire autant de choses dans un graphe. Une fois fait, je nomme ceci en mettant, par exemple, le détail. Je nomme cette page. Quand j'ai terminé, il faudrait maintenant que je puisse partager avec mes collaborateurs. Qu'est-ce que je fais? J'enregistre d'abord ce fichier. Je l'enregistre. Je vais mettre webinaire 12 juin 2020. OK. Une fois enregistré, je dois partager mon rapport avec mes collaborateurs. Donc, je fais un publier. Pour publier ça d'abord sur Power BI Online. Je clique sur publier. On me demande la destination. Je veux que ça soit sur mon espace de travail. Sélection, c'est en train de charger. Ça charge encore. On peut rendre nos rapports autant jolis qu'on le souhaite. Gestion. Vous avez déjà un jeu de... Ah, OK, donc ça déjà chargé. C'est bon. Bon, je pars dans mon Power BI Online pour regarder ce fichier chargé. Bon, qu'est-ce que je crée un nouvel onglet Power BI.
Bon, je partage le navigateur avec vous. Oui. Une fois j'ai partagé mon tableau, j'ai publié mon tableau de bord, je viens pour la regarder à ce niveau. Je viens ouvrir mon Power BI online à ce niveau. Je me connecte. Bon, pendant que c'est en train de se connecter là. Bon, je viens puisque j'ai chargé dans mon espace de travail, donc je viens à ce niveau regarder. Je clique là pour voir tous mes différents tableaux de bord. Je viens, je parcours. Le voici là, ce tableau de bord. Je clique donc dessus. Bon, là, c'est en train de charger. Voici les différentes pages que j'ai eu à faire. Voici Start. Ça fonctionne ici autant bien que ça fonctionnait en local. Voilà ça. Voici vraiment ma page de détail. Bon, ensuite, une fois le tableau de bord étant ici, je dois partager avec mes collaborateurs. Je peux l'intégrer directement dans un Teams en cliquant là, partager dans Teams. Mais ce que je veux partager avec un collaborateur. Donc là, je clique sur partager, accorder l'accès. Je veux entrer l'adresse. Je prends cette adresse. C'est vrai que je peux également entrer une adresse qui n'est pas de mon organisation, mais ça va demander à cette personne de tester Power BI online, de tester l'essai de Power BI online. Voilà l'opération qui est réussie. Ces personnes à qui j'ai partagé vont recevoir des liens les liens de collaboration dans leur Outlook. Une fois ils vont cliquer sur ce lien, ils vont arriver sur cette page. Lors du partage, je pouvais également définir les droits d'accès. Je définis les droits d'accès du partage. Là, ici, je pouvais dire qu'autoriser les destinataires à partager votre rapport. Là, je les ai autorisés. Autoriser les destinataires à générer du nouveau contenu à partir des jeux de données sous-jacents. J'ai tout autorisé également à envoyer un email de notification. OK. Bon, jusque là. J'ai reçu Power BI là. Je vais regarder. Je vais vous montrer comment ça s'affiche chez celui à qui on partage. Mais moi, à ce niveau, je n'ai pas une version, je n'ai pas une licence Power BI, je n'ai pas une version d'essai. Donc, ça va me proposer à tout prix d'essayer cette version d'essai pour visualiser mon tableau de bord. Donc, c'était juste pour vous montrer qu'on peut également partager avec ceux qui sont à l'extérieur de notre organisation. Bon, là, je vous ai montré comment créer un dashboard de A à Z avec des fonctions très basiques. Et je vous ai montré vraiment comment partager ce dashboard avec notre Power BI online. Et également pour comment partager ça avec nos collaborateurs. Donc, à ce niveau, je vais donc m'arrêter et repasser la parole à Jean-Philippe. Merci bien. Jean-Philippe. Oui, c'est bon. Merci à toi, Larissa. C'était très illustratif et très intéressant. Okay. Je pense qu'on peut tous passer rapidement parce qu'il est déjà 17 h à la séance de questions-réponses. Je vous invite à utiliser le bouton afin de lever la main qui se trouve dans le menu en bas de votre écran principal de Teams et d'ouvrir votre micro pour poser votre question, bien évidemment.
Allez-y, monsieur ou madame Mvena. Oui, bonsoir à tout le monde. Déjà, merci Bonsoir. pour cette très très bonne présentation. On a appris, enfin moi en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. C'est vrai que j'utilise déjà Power BI, mais bon, il y a quelques astuces que j'ai pu voir et que je pourrais utiliser plus tard. Mais ma question, c'était concernant le modélisateur, c'est-à-dire la page où on fait les traitements des Oui. tables. Je voudrais savoir comment on fait pour enregistrer ces traitements-là, pour les réappliquer sur une base similaire à ce que vous avez utilisé. Attendez, si j'ai bien compris votre question, vous voulez que les modifications apportées dans la modélisation puissent Oui. être enregistrées en local, dans un fichier en local en quelque sorte. Oui, et que ces modifications puissent être, et qu'on puisse les appliquer sur une autre base, mais qui soit similaire à celle que vous avez utilisée. Ou bien une base avec le rajout, avec des données qui ont été rajoutées, quoi. Ok, d'accord, je vois donc. Donc, vous n'avez pas vu, à ce niveau, j'ai utilisé la jointure entre deux différentes tables. Donc, j'ai appliqué les modifications sur une autre table à partir d'une autre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Pas vraiment. En fait, si vous pouvez ouvrir pour que je vous montre, parce que c'est un peu abstrait, Ok, si vous pouvez repartager votre écran. d'accord. Voilà, quand vous allez dans... C'est à quel niveau? C'est au niveau de l'ETL, bien c'est au niveau Oui, de... de l'ETL. Ok. À quel niveau exactement? Allez dans... Vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Oui, oui, je vois déjà votre écran. Ok, Donc, si vous allez au niveau de modélisation en bas de visuel, là, modélisation à en bas. gauche, à gauche, à gauche, et vous allez sur le tableau en bas qui est en... comment vous expliquer ça? L'onglet de tableau qui est en bas du dashboard. Allez-y à gauche, à gauche. Ça s'appelle comment déjà? À gauche, voilà. Voilà, vous êtes parti. C'est l'onglet enfin, l'onglet qui affiche, voilà, l'onglet qui affiche le détail des datas. Là, vous avez fait, n'est-ce pas, le jointure graphique. Un acteur pouvait jouer plusieurs à gauche. Voilà, allez-y à gauche. Allez tout à gauche et juste en bas de dashboard, juste en bas là, descendez, descendez, le deuxième, voilà, le deuxième là. Est-ce qu'on nous manquait voilà, le même écran? Non, parce que tu as le... Si, Larissa, le même écran, justement, désolé. Ah. Ça, je suis plutôt dans ETL là et vous entrez présenter. Voilà, c'est bon, nous sommes au même niveau. Oui, à ce niveau. Non, voilà. Dans Données, modèle. Non, l'onglet données plutôt. Ok, à ce niveau. Voilà. Alors, il n'affiche pas les étapes de modif. Non, c'est plutôt dans l'ETL qu'on affiche les étapes. Ah, ok, c'est dans l'ETL. Allez dans l'ETL, s'il vous plaît. Je pensais qu'il affichait les étapes. Ok, je partage dans l'écran ETL avec vous. Oui. Oui, mais voici là. C'est en train d'arriver. Ok. Bon, maintenant, vous voyez les étapes que vous avez appliquées, n'est-ce pas? À ce niveau. Oui, à ce niveau. Si maintenant, dans ces bases-là, j'ai fait des rajouts de données, n'est-ce pas? J'ai entré d'autres données et que je veux retravailler, je veux ressortir les mêmes dashboards. Ces étapes-ci, comment je peux les appliquer aux nouvelles databases, en fait? Une autre base de données.
Oui, mais qui sont similaires. Enfin, je veux dire, quand je dis une autre base de données, ce n'est pas vraiment une autre base de données. J'ai rajouté des données dans ces bases-ci et je veux réappliquer ces étapes-ci dans la nouvelle base, quoi, avec la nouvelle base modifiée. Non, ETL ici ne permet pas encore d'enregistrer les étapes effectuées. Tout ce que vous pouvez faire à ce niveau, c'est une fois appliqué, une fois avec ces étapes appliquées, vous pouvez l'enregistrer. Vous pouvez décider de l'enregistrer dans un fichier Excel en local pour pouvoir l'exploiter encore une autre fois. L'ETL ne permet pas encore d'enregistrer des étapes qui ont été appliquées sur une donnée. Puisque ETL, c'est propre à une source de données, à plusieurs sources également, mais qu'on travaille tous au même moment, pas que on applique ici pour partir pour garder la même application ailleurs. Par exemple, là, je suis dans Actor, voilà ces étapes. C'est pas la même chose qui est ici, là. Je peux pas faire un transfert d'étapes d'une table à une autre, si vous voyez bien. Oui, mais si, n'est-ce pas, si dans Actor, j'ai fait des rajouts de data, j'ai entré d'autres données, est-ce que je peux réappliquer ces étapes-là après? Non, nous ne pouvons pas réappliquer sur une autre table. Je vais dire sur la table, sur la même table Actor, j'ai fait par exemple des rajouts de données, c'est-à-dire que j'ai entré d'autres éléments, d'autres noms, d'autres data, d'autres items et tout. Oui. D'autres actor ID, j'ai rajouté des actor ID, des noms et autres. Est-ce que je peux revenir appliquer ces étapes-là à cette base-là? Ah, vous ne comprenez pas du tout ma question. Je ne comprends pas très bien. Moi, attendez, je vais essayer de le reformuler, hein, monsieur Villa. Alors, je pense qu'on est en train de parler en fait que cette base de données d'acteurs, bien évidemment, au fur et à mesure du temps, elle est à même d'évoluer. C'est-à-dire que là, tu fais un listing d'acteurs dans ta base de données, mais comme toute base de données, dans 6 mois, tu vas rajouter des nouvelles acteurs, tu vas rajouter des nouveaux, peut-être même dans l'autre base des revenus, des nouveaux films, etc. Comment réagit Power BI vis-à-vis de celui-là? C'est-à-dire qu'on est bloqué sur une étude de données qui est figée à l'instant T, et si tu commences à modifier ta source, tu vas créer des problèmes entre guillemets, ou est-ce que si tu rentres les données dans les mêmes cases, j'ai envie de dire, si tu restes dans ton créneau, acteur, il y a quoi? Il y a date de naissance, ville de naissance, USA, vraiment tu ne changes pas les données rentrées. D'accord, c'est les mêmes types de données que tu rentres. Au pire, des fois, c'est nul, encore une fois, parce qu'il n'y a pas l'information, je ne dis pas, d'accord. Mais tu ne vas pas rajouter une nouvelle colonne. Tu ne vas pas inventer une nouvelle colonne de, je ne sais pas, année du premier rôle au cinéma, on va dire. Ça, tu ne vas pas la rajouter. Est-ce que tu, en actualisant ça et en revenant sur Power BI et en relançant le Power BI sur ces bases de données-là, est-ce qu'il va actualiser tes résultats sans problème? C'est vrai que c'est utile. Important même. Non, c'est très important. Moi, ce que je dis, c'est vrai que je ne comprends pas toujours très bien, mais je dis encore ceci. Lorsqu'on a une étape appliquée, même si je ferme cette fenêtre, ça garde les étapes appliquées. Donc, même si je reviens après plusieurs nombres d'années, je verrai toujours ça. Et si tes données ont changé, et si tes données ont changé entre-temps parce que tu as modifié ta base, est-ce que ça sera reflété dans tes résultats ou ils seront restés figés à ta dernière mise à jour? Non, voilà donc ce que je disais. Une fois que tu finis de travailler dans ETL, tu peux garder ta base de données en local. Donc là, tu sais que ça, c'est ma dernière mise à jour. Si je les modifie par apporter, j'apporte sur cette base de données locale. Une fois terminé, je la charge encore à nouveau. Ou alors, vous pouvez, si vous avez un fichier déjà qui respecte les mêmes colonnes, les mêmes données, quand vous chargez, ça garde vos visuels, ça garde également les modifications qui avaient été apportées à cela plus tard. Ok. Donc, si on apporte des modifications, c'est-à-dire si on rajoute des datas dans la base, ça va automatiquement appliquer toutes les étapes, quoi. On n'aura plus besoin de refaire toutes ces étapes que vous avez faites. Si vous avez déjà enregistré, oui, c'est bon. Ok, d'accord. Merci. Ok, merci également à vous. Ok, super. D'autres questions peut-être? Oui, une personne lève la main là. Non, je crois que c'était Alphonse qui voulait apporter un complément d'information, mais je crois que c'est bon. Ok, c'est la bienvenue.
Non, mais sur cette question, je pense qu'on est bon, hein. Si on met à mise à jour la base de données source, c'est répercuté sur les résultats suite à l'étude. Ok, d'accord. Alors, d'autres questions peut-être? Ah, je vois que quelqu'un lève la main. Oui, monsieur Hamam, on vous écoute. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre brillante présentation qui me donne depuis lors un envie fou d'utiliser Power BI et un outil que, par mes connaissances, je n'aimais pas trop m'hasarder parce que je me disais que c'était un peu lourd à utiliser. Mais à vous voir avec les explications, il faut le dire que c'est vraiment la méconnaissance de l'outil qui a fait de sorte que je le mette au garage. Donc, je compte le faire ressortir puisque j'ai une licence Office 365. Est-ce qu'il faut avec l'Office 365 que j'ai, basique que j'ai, est-ce que je peux faire du Power BI ou bien il me faut une version avancée et autre? Ok. À ce niveau, je vais laisser Jean-Philippe répondre à cette question. Cela dépend effectivement de la version. Il faudrait nous communiquer vraiment précisément la version que vous avez d'Office 365. Ok. Je vais vous mettre mon email dans le chat, d'accord? Comme ça, si vous pouvez juste m'envoyer un petit email avec la question. Enfin, pas avec la question, mais avec la version précise, excusez-moi. et la question, effectivement. Ok, oui. N'hésitez pas. Hein. Voilà, c'est envoyé. Ok. Oui, effectivement. Je précise effectivement, mon collègue Gaston précise que nous avons effectivement une offre en cours qui avait été proposée par notre directeur commercial mercredi dernier de 50% sur la session de prise en main l'atelier de Power BI. Donc une version ça, c'est vraiment une démo, une présentation, hein. C'est pas une formation bien évidemment à proprement parler. La formation dure 2 heures également, mais bon, on empiète un peu plus et vous permet un peu plus de poser des questions et c'est un peu plus posé, j'ai envie de dire. Pour cela, en fait, pour bénéficier de cette offre, pour tous ceux qui seraient intéressés, je vous invite à remplir notre enquête de satisfaction et à manifester votre intérêt dessus. Ou sinon, de nous envoyer tout simplement un email à info@st.digital ou à moi-même. Je vous remets également notre email d'info. Voilà, donc c'est des formations courtes d'une journée qui bénéficient en plus de moins d'une journée, qui bénéficient en plus d'une forte réduction. Si vous voulez prendre en main le produit, être accompagné de manière un peu plus individuelle, j'ai envie de dire, n'hésitez pas. Peut-être d'autres questions? Je vois quelqu'un lever la main. Non, c'est toujours monsieur Hamam. Ok, d'accord. D'autres questions peut-être? Et merci beaucoup pour cette remarque d'ailleurs, monsieur Hamam, ça nous fait très plaisir. C'est vraiment le but de ces webinars, de faire goûter, entre guillemets, de présenter un peu ces solutions d'Office 365, notamment qui sont multiples et parfois un peu noyées dans l'ensemble de l'offre de Office 365. Merci beaucoup. Madame Kinimo. Oui. Excusez-moi. Allez-y. Excusez-moi, Madame Kinimo. Voilà. Je voudrais savoir comment dans la partie ETL, elle fait pour afficher les graphiques. Là. Dans la première, après les en-têtes de colonne. Oui, madame, la partie ETL, ça ne permet pas d'afficher le visuel. ETL, c'est juste pour transformer nos données, pour les nettoyer et créer également les liens entre nos différentes tables. Donc, on ne fait pas du visuel dans ETL. Vous pouvez afficher ce que vous avez. Vous pouvez afficher l'écran. Ok. Je vais vous montrer exactement de quoi je parle. J'affiche ETL ou bien Power BI? La partie ETL dans Power BI. Ah, oui, ceci. Oui, où c'est marqué valider erreur vide. Comment vous faites pour afficher ça?
OK, à ce niveau d'affichage, pour avoir la distribution des colonnes, je clique là. Vous voyez, ça disparaît au fur et à mesure. D'accord. Donc, c'est juste un paramétrage à appliquer. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais voir s'il y a d'autres mains levées. Comment ça l'appelle depuis? Mais je n'ai pas dit. Ok, je vous invite à prendre la parole si vous avez d'autres questions. Ah ouais. Enfin, depuis là. Ok, je vous rappelle que vous avez l'enquête de satisfaction qui est disponible, le lien de notre enquête de satisfaction qui est disponible sur le chat, pardon, avec l'opportunité de bénéficier de notre offre de formation sur la solution Power BI. Ok, ben je crois qu'on est bon. Petit message, pardon. D'accord. Merci bien, madame. Donc, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, je pense qu'on peut. Il est 17h21, il est déjà tard. Je pense qu'on peut en rester là pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau webinar. Vous recevrez les emails d'inscription dès lundi, vraisemblablement. On vous remercie encore une fois de votre présence et de votre fidélité. On voit bien que certains d'entre vous reviennent très souvent à nos webinaires et ça nous fait très plaisir encore une fois. Je vous invite encore une fois chaleureusement à prendre quelques instants pour remplir notre enquête de satisfaction. Ça reste très important pour vous et en plus de vous permettre de bénéficier d'une offre sur la formation Power BI. Vous pouvez également indiquer les thèmes qui vous intéressent pour les prochains webinaires. Cela, ce sont des choses qu'on regarde qui peuvent apparaître dans les prochaines semaines. Excusez-moi. Ok. Eh bien, je remercie encore Larissa pour sa présentation. On vous remercie aussi d'être venu et on s'excuse une nouvelle fois pour les désagréments qui ont eu lieu mercredi. Et on vous souhaite un bon week-end également parce qu'il est. Pardon. Ah oui. Oui, la dernière fois, vous avez promis de partager la base de données. Ah est-ce que ce sera possible de le faire, s'il vous plaît? Qu'on puisse s'exercer aussi. D'accord. Je vais récupérer votre email, comme ça je vais vous l'envoyer. Larissa va vous l'envoyer ce soir. D'accord. Ok, je l'écris sur le chat. D'accord, merci bien. Merci. Ok. S'il n'y a rien d'autre, je vous souhaite encore une fois un bon week-end à tout le monde et vous remercie de votre présence. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon week-end à tous. Bon week-end, Larissa. Et Maël, c'est moi qui